Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat et en plus dans le foncier, ça demande par exemple de faire face à beaucoup de challenges. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un, un particulier, de passer par la forme de lotissement pour obtenir ces terrains? Et le jour où il me traite de bandit, de tout ce qui ne va pas, mais c'est le jour où son société qui sort. Je vous assure, il y a au moins 100 métiers qui gravitent autour et chacun est servi. Waouh. Chacun est servi. Mais Charles, est-ce que ça ne fait pas peur d'investir au Cameroun dans l'immobilier, ayant des informations comme ça? On est dans la course pour l'argent. Alors qu'il faut être dans la course pour servir les gens. À combien de temps un projet lotissement peut faire pour rentrer dans ses frais? Un géomètre qui n'est pas peut-être vendeur comme nous, qui est sur, par exemple, sur un des sites sur lesquels je travaille, un géomètre qui a 10 dossiers par semaine ou par mois, ça lui fait au moins 3 000. Est-ce que Charles, tu rencontres des difficultés des diasporiens qui ont peur de revenir, par exemple, investir ici dans l'immobilier parce que justement on a encore ces problèmes-là au niveau administratif? Éviter que des personnes te montrent par exemple un appartement alors qu'il y a une heure on l'a pris, on a déjà quelqu'un est venu payer pour qu'on signe l'appartement, il a déjà pris l'appartement et qui viennent encore te remonter sachant que c'est déjà pris juste parce qu'il veut prendre des frais de visite. Ça, il faut leur inculquer. À quel point ça a changé ta vie, le secteur de l'immobilier? Charles Toko, aujourd'hui, le monde entier parle d'immobilier. Tout le monde pousse à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on parle également de lotissement de terrain et immobilier, un secteur très vaste, très sensible et, selon dit, très rentable. Est-ce que c'est un terrain rentable? Bonjour, monsieur Urich. Bonjour. Je dirais d'emblée que c'est un secteur ultra rentable. Quoi, la vente des terrains ou le lotissement? Quelle est la différence? La différence est énorme. Je vais parler d'un cadre un peu plus large. L'immobilier en général est un secteur qui a beaucoup de niches. Chaque canevas que vous utilisez est rentable. Énormément. L'immobilier a beaucoup de niches. Maintenant, moi, je vais parler essentiellement du foncier et du lotissement. Pour le lotissement, c'est le fait juste de partitionner un terrain et de le rendre accessible. Je vais prendre ça de façon très simplifiée comme ça. Ça veut dire que si vous avez une superficie, par exemple, de 5000 mètres carrés, vous avez l'obligation de faire un lotissement pour permettre qu'il y ait une quiétude de vie acceptable pour que la communauté, en fait, pour qu'on pense une ville future, il faudrait qu'il y ait une certaine quiétude, donc des routes, des ceci, des cela. En gros, de façon simple, c'est ça. Est-ce que tout le monde peut lotir? Est-ce que c'est un domaine qui est ouvert? Moi, par exemple, jeune Camerounais, est-ce que je peux me lancer dans le lotissement des terrains? Pas de façon instantanée comme ça, parce qu'il faut des préalables quand même. Comme quoi, par exemple? Le préalable premier, c'est d'avoir une certaine expérience dedans, d'abord, et d'avoir une certaine compétence. La compétence est laquelle? Ça veut dire qu'il faut vous faire justement assister par un géomètre assermenté, justement qui va vous permettre d'optimiser les travaux, les sites, de vous proposer différents plans et les faire soumettre pour approbation auprès de la communauté urbaine. Ok. Donc quand on parle d'immobilier, c'est vraiment très large. Il y a le lotissement. Ah oui, très large. Il y a la vente des terrains. Bien sûr. Et d'autres... Bien sûr. Ça commence par l'immatriculation. Ok. Tu ne peux pas lotir un terrain qui n'a pas de titre foncier. Sauf que le lotissement commence sur les terres qui sont supérieures à 4900 mètres carrés. Donc l'État oblige de faire un certain lotissement pour permettre justement une quiétude de vie. De ces différents points-là, quel est le secteur le plus rentable, le point le plus rentable dans l'immobilier, dans ces différentes... Je vous dirais vraiment chaque secteur, à chaque niveau. Je vais vous prendre un exemple. Ok, un géomètre qui n'est pas peut-être vendeur comme nous, qui est sur, par exemple, sur un des sites sur lesquels je travaille, un géomètre qui a 10 dossiers par semaine ou par mois, ça lui fait au moins 3 millions. C'est pas petit quand même. Ok. Maintenant, celui qui vend le terrain peut en avoir plus. Donc ça dépend à chaque fois de d'où on se situe. Mais les difficultés sont énormes d'un secteur à un autre. La sensibilité, par exemple, l'immatriculation, est-ce qu'il connaît les mêmes problématiques que celui qui va faire le lotissement, qui va faire la vente directe? Non, les difficultés sont à chaque niveau.
À chaque niveau, ça veut dire que quand vous commencez par l'immatriculation, il y a tout un ensemble de choses à mettre. Ça veut dire qu'il va d'abord falloir écrire une demande, après une descente, après. Ok, là, il y a des difficultés. Par exemple, vous avez fait une demande, par exemple, sur, je vais dire quoi, 2 hectares. Alors que la commission vient et se rend compte que non, vous aviez empiété sur un site qui n'était pas destiné à vous et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore retravailler, ça demande des efforts financiers supplémentaires, des descentes, en tout cas, tout un ensemble de choses. Ok. Maintenant, parfois même tu vas même jusqu'à la fin de l'immatriculation, tu te rends compte que le titre foncier qui est sorti empiète sur un autre titre foncier. Là, il faut encore un autre travail d'une équipe technique. Ça, ce sont des challenges basiques, vraiment. On ne va pas parler des challenges pour l'instant qui sont liés au fait des contestations. Ça, sont des challenges d'ordre technique. Oui. OK. Donc, quand tu as ce genre de challenges, c'est pour l'immatriculation. Maintenant, après l'immatriculation, le lotissement, le challenge le plus simple là-bas, il n'en a pas assez parce qu'il devra juste être approuvé. Approuvé par la communauté, justement, qui est chargée de penser la ville, qui devra approuver si les plans correspondent au style de ville qu'elle veut bâtir, que la communauté veut bâtir justement pour une durée déterminée ou indéterminée pour permettre un caractère paisible. Maintenant, là, il faut un travail technique de l'urbanisme et des géomètres, assermentés bien sûr. Oui. Dès lors qu'on a ces approbations, maintenant, on passe à la vente. Mais il faut dire que pour que quelqu'un puisse acheter un terrain de 500 mètres carrés, sur un titre foncier d'une superficie supérieure à 5000 mètres carrés, il faudrait que ce terrain ait un plan de lotissement qui est approuvé. C'est vrai qu'il y a des tolérances, par exemple, il y a des gens qui sortent de dossiers techniques sur des terrains qui ont l'approbation rien que des cadastres, des géomètres, tout ça. Mais à la réalité, le plus important, c'est l'urbanisme aussi. Il faudrait se cacher. Parce que sans ça, quand vous allez continuer la procédure pour l'acquisition d'un morcellement, vous serez bloqué au niveau du certificat d'urbanisme, qui est un document constitutif très important pour sortir votre titre foncier. Mais Charles, aujourd'hui, de manière pratico-pratique, jeune entrepreneur comme moi, par exemple, qui veut se lancer dans l'immobilier, avec ton expérience du terrain, par quoi je peux commencer? Quel est l'élément le plus évident, facile pour moi? Commencer par vendre. Vendre quoi? Vendre les terrains? Vendre les terrains, oui. C'est-à-dire que l'étape finale de la vente des terrains direct. Pourquoi vendre? Parce que vendre te permet de te frotter à plusieurs aspects. Ça te permet de faire de learning by doing. Ok. Apprendre en faisant. Uh-huh. Learning by doing, tu commences par là. Puisque pendant que tu vends, le client te pose des questions auxquelles, dans un premier temps, peut-être tu n'as pas toutes les réponses. Sauf que tu te refais à la personne qui t'a mandaté, qui, elle, est la personne experte en la matière. Donc, elle va pouvoir te donner les réponses que tu vas restituer au client. Okay. Maintenant, pour vendre même, il va falloir que tu te rassures. Premièrement, est-ce que le site que je vends est conforme aux normes? Ça va te nécessiter aussi une petite formation. Quels sont les types de terrains qu'il faut vendre? Est-ce que le terrain-ci est en bon état? Est-ce que pour ne pas vendre des terrains à des personnes et se retrouver demain dans des situations compliquées. Mais Charles, on a eu des gens aujourd'hui dans notre environnement, beaucoup plus, on a des gens qui vivent les doubles ventes. Ouais. Vous vendez un terrain, mais qui est un terrain déjà problématique. Comment on arrive à solutionner ce type de problème? Comment tu fais pour que le terrain que j'ai en main pour vendre soit vraiment sans problème? Ok. Je vais parler de 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de se rassurer de la qualité de la documentation. Quand tu veux acheter un terrain, il est important d'avoir des préalables. Le préalable, c'est quoi? Premièrement, il faudrait avoir un certificat de propriété. Qu'est-ce qu'un certificat de propriété? C'est un document qui te donne l'état de santé du terrain que tu vas acheter. Ok. Avec des mentions stipulées. Comment est le terrain? Maintenant, dès lors que cette étape, tu as un certificat de propriété, il faudra le soumettre à un expert que nous sommes, qui va lire et te dire exactement de quoi est-ce qu'il est question. Maintenant, dès lors que cette étape est bonne, il faut maintenant faire, est-ce que le nom qui existe sur le titre foncier, c'est le vendeur? Est-ce que ça sont des... Maintenant, ça c'est l'aspect technique. Maintenant, il faut parler d'un autre aspect.
c'est celui du fait de la qualité des personnes avec lesquelles on travaille. Parce qu'aujourd'hui, on a un secteur, l'immobilier, regarde, le foncier principalement, est beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour de l'argent et qui ne prennent pas en compte l'aspect éthique de la chose. Ouais. Du coup, il y a des personnes qui peuvent prendre de l'argent ici et faire des mauvaises pratiques. Il y a aussi un autre aspect. Ça veut dire qu'on a par exemple des terrains dans des zones qui étaient, par exemple, dépendaient d'un autre département, qui aujourd'hui dépendent d'un autre département. Et comme on est dans un système qui n'est pas informatisé, il y a parfois des chevauchements. Ça, ce sont aussi des aspects. Ça veut dire qu'il y a je vais prendre un cas simple, un dossier technique qui est sorti, qui était d'abord à Douala, d'abord à Yabassi, après on a renvoyé cette zone à Douala, et puis Douala et Yabassi n'ayant pas un système informatisé, on se retrouve avec un dossier technique ici, le dossier technique là-bas, là il y a des chevauchements qui peuvent se faire. Mais Charles, tout à l'heure, tu parlais de certificat de propriété. Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir en double? Est-ce qu'il n'y a pas un document qui peut avoir un vice? C'est-à-dire être en double. Bien sûr, j'ai parlé des aspects, l'aspect véreux des personnes en charge. Avec aux affaires foncières, au MINCAF là-bas, il y a dans les affaires régionales, il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses. Wow. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous travaillez avec des experts, elles vous diront automatiquement. Le problème dans notre contexte au Cameroun, c'est que beaucoup de personnes investissent, mais beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de travailler avec les experts qui vont leur permettre d'assurer une certaine quiétude dans leur investissement. Ça veut dire qu'il faut avoir les experts qui vont permettre d'authentifier les documents qu'on a. Parce que la plupart, très souvent, ne sont pas les documents authentiques. Bien sûr. Beaucoup de documents sortent de là, mais qui ne sont pas forcément des bons. Mais Charles, est-ce que ça ne fait pas peur d'investir au Cameroun dans l'immobilier, ayant des informations comme ça? Non, mais ça fait très peur. Très peur. Courage à ceux qui investissent déjà. Ça fait très peur. Très peur dans un environnement dans lequel quelqu'un peut mettre son argent et se retrouver dans des difficultés. Aujourd'hui, pour prendre un cas simple, entre 70 et 80% de nos litiges dans les tribunaux sont liés au foncier ou à l'immobilier en général. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux là-dedans. Waouh. Il y a un problème sérieux. Je vais faire une comparaison, par exemple, avec le Sénégal, ou un pays où j'y vais très souvent, qui est un second pays pour moi. Là-bas, on n'a pas toute cette batterie juridique, mais on a moins de problèmes. Parce que les personnes là-bas sont parfois un peu plus intègres qu'ici. Mais Charles, tu penses qu'on est moins intègre au Cameroun? Je pense qu'il y a matière à faire. Il faut renseigner l'éthique. Parce qu'on est dans la course pour l'argent. Alors qu'il faut être dans la course pour servir les gens. Absolument, servir les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Leur Stratégie. Aujourd'hui, nous attaquons un sujet extrêmement important, l'immobilier. On parle d'immobilier dans toutes les sauces. Et aujourd'hui, on va rentrer au cœur de cette thématique-là et surtout comprendre quelles sont les erreurs à éviter. Et pour comprendre ces erreurs-là, nous avons Charles qui est avec nous. Charles, est-ce que tu peux regarder la caméra pour ceux qui ne te connaissent pas et te présenter? Bonjour, Charles Toko, c'est mon nom, entrepreneur dans le secteur de l'immobilier, directeur général de la société civile immobilier SM. Et nous avons plusieurs lotissements au Cameroun sur lesquels nous travaillons. Et en gros, c'est ça, quoi. Combien d'années d'expérience tu as dans le domaine, Charles? Je commence quand je finis mon Master 2 en 2017. En quoi? C'est important. Je fais un Master en audit et contrôle de gestion. Ok, donc tu quittes de l'audit pour te lancer dans le... vous voyez, dans la vie, les gens qui font... La plupart du temps, c'est comme ça. Ils font dans un domaine, en Afrique et au Cameroun, on a ces... Et on se retrouve dans un autre domaine. Dans le diplôme, faites attention, ça peut être un piège. Allez-y. Donc, en 2017, je finis, il n'y a pas de boulot. Il faut trouver quoi faire. Il faut trouver quoi faire. Et quand tu finis et que tu dors sur un canapé à zapper les chaînes de télé, c'est difficile quand même parce que tu as un enfant déjà à charge et tout ça, c'est un peu compliqué. Et donc, je commence à chercher à me battre. Dieu merci, ma maman me conseille de voir un de ses tontons, qui est un des barons de l'immobilier, sinon du foncier au Cameroun, un promoteur immobilier, l'un des plus grands.
c'est vraiment mon père spirituel, celui qui m'a bâti, qui m'a vraiment fait aimer. Et donc, elle m'amène là-bas. Et il faut que je travaille avec lui. Et donc, dans un début, mais je commence à travailler avec lui sans qu'il ne me rémunère 5 francs. Ok. Donc, le truc, c'est quoi? Il faut vendre les terrains, il y en a. Il me montre tous les terrains qu'il a. Il me dit, OK, il faut vendre. Waouh. Et là, tu commences au bas de l'échelle par vendre les terrains. Voilà, je commence par là. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu vas à Bonanjo, tu vas au bureau. Après, si tu as un client, tu descends, on ne te donne pas 5 francs. Waouh. Et quels sont tes résultats? La première année, Dieu merci, je fais quand même quelque chose comme autour de 1 million de francs CFA. Pour la première année? Pour la première année. Pendant 365 jours? Oui. Wow. Mais la deuxième année est plus difficile. J'ai fait moins de 500 000 l'année. Ah bon? Bien sûr, parce que quand tu commences à vendre, tu vends à des personnes qui sont autour de toi. Et comme ma maman est caution morale, c'est plus facile. Ouais. La deuxième année, tu as fini de vendre toutes ces personnes. Tu vends encore à qui? Il faut vendre aux personnes nouvelles maintenant. Que tu ne connais pas. Qui va donc te faire confiance? Donc une formation. Dans la deuxième année, beaucoup plus me sert à mieux me former, à mieux comprendre encore comment ça marche, à comment faire, prendre une personne dans la rue et lui vendre un terrain et qu'il te fasse confiance. Ça, c'est une autre formation. Et c'est donc ça qui m'a coûté toute la deuxième année. Après la troisième année, les choses commencent un peu à bouger et ainsi de suite. Et après, je crée ma propre société il y a 2 ou 3 ans. Oui. Et Charles, quelle est ta plus grosse vente? C'est-à-dire que la vente la plus... voilà, où il y a eu beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent. Le terrain le plus coûteux, oui, dans une transaction. Dans une transaction, oui. J'ai eu dans une vente, il y en a un sais même plus. Un terrain, peut-être le coût d'un terrain, l'un des terrains, les terrains les plus coûteux que tu as eu à vendre. J'ai vendu des terrains à 100 millions. 100 millions, j'ai fait une année, j'ai fait 70 millions ici, 30 millions là. 40 millions. En tout cas, les ventes. Maintenant, il faut comprendre ça, c'est un chiffre d'affaires. C'est pas ce qui me revient. Oui, c'est oui. Sur un terrain, par exemple, de 100 millions que tu vends dans cette époque-là, combien tu gagnes vraiment? Combien dans tes poches, Charles? OK. Maintenant, là, c'est un autre aspect. Ouais. Pourquoi? Parce que dans la vente, OK, quand tu es apporteur d'affaires, tu es entre la commission, généralement entre 1 et 5%, qui devrait être payé de chaque partie. Ça veut dire que celui qui te donne le terrain de mettre en vente devrait te payer une commission. OK. Et celui qui est ton client devrait te payer une commission. OK. Donc tu vas te retrouver autour de 10%. Ça, c'est les normes. Oui. Maintenant, sur le plan pratique au Cameroun aujourd'hui, et c'est ça qui plombe aussi le marché, c'est que parfois on donne un bien à quelqu'un de vendre. Je vais dire quoi, une maison que j'ai vendue ici à Cédé-Palmier, on devrait la vendre à 50 millions. Tu dis, prends des collègues, tu leur dis, OK, ensuite on a dit 50 millions, mais eux, ils partent de vendre à 70 millions. Ils font de la spéculation sur le marché. Du coup, le bien, il tarde à sortir. C'est pas bon. Waouh. C'est pas bon. Mais la norme, c'est 5%. Et quand tu finis, là, tu as vraiment tes commissions. Bien sûr. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans un terrain de 100 millions à gagner 10 millions. Bien sûr, sans problème. Waouh. Mais bien sûr, sans problème. Et là, c'est quand tu es ce qu'on appelle apporteur d'affaires, agent immobilier. Okay. Maintenant, il y a l'aspect lotissement. Quand nous faisons le lotissement, nos gains se situent entre 10 et 15%. Ça veut dire que sur le terrain est 10 000 mètres carrés, notre part dedans, c'est entre 1 000 et 1 500 mètres carrés. OK. Maintenant, ça, c'est ce que nous, on gagne en tant que... Nous qui avons financé le lotissement. Ça, c'est un cas pratique. Parce que ce que tu gagnes lorsque tu finances le lotissement est beaucoup plus important que l'argent que tu gagnes quand tu vends. La différence maintenant de commencer en bas de l'échelle, c'est que puisque toi tu vends déjà les terrains, il y a des personnes qui vont te consulter pour acheter des terrains. Donc du coup, toi qui as fait le lotissement, il y a de fortes chances que tu fasses un protocole de vente. Oui. Puisque tu as déjà les clients. Du coup, l'assiette devient un peu plus grande. Mais le lotissement, par exemple, je pense à tous ces jeunes-là qui voient le lotissement et se disent, mais peut-être un jour, je voudrais faire dans ce domaine. Est-ce que ça coûte? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour démarrer le lotissement de terrain? Jusqu'à quel montant on peut commencer? Comment est-ce que... Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. Environ? Il faut surtout être bien entouré, je l'ai dit. OK. Il faut surtout être bien entouré. Il est très facile de perdre de l'argent dedans que d'en gagner.
Wow. Donc, il faut surtout bien entourer. C'est pas là. Il y a des lotissements qu'on peut faire, même 3-4 millions, vraiment pas cher. Ou tu viens avec ton apport. Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille au Cameroun, dans la diaspora, qui nous accompagnent, qui financent. Mais ils mettent de l'argent à disposition. Ils mettent l'argent à disposition, oui. bien sûr. Et donc, on fait le lotissement. Oui. Et ensuite, ils ont des morceaux de terre. Bien sûr. Comme Bien bénéfice. sûr. Comme bénéfice. Qu'ils vont revendre eux aussi après pour récupérer. Bien sûr. Ils pourront le revendre. Ils pourront garder comme patrimoine familial. Oui. Ça dépend. Mais nous sommes les acteurs, nous sommes les vendeurs. Oui. Donc l'objectif pour nous, c'est de bâtir, ça veut dire de les céder, de faire de l'argent là-dedans, c'est du business. Mais Charles, de fois, il y a des gens qui veulent acheter des terrains. Tout le monde veut acheter des terrains aujourd'hui. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un, un particulier, de passer par la forme de lotissement pour obtenir ces terrains? Oui, c'est une possibilité. Ah mais oui, hein. C'est une très très bonne possibilité. C'est-à-dire que d'aller voir quelqu'un qui a déjà voilà, les terres, tu dis, bon, je vais entrer dans un projet de lotissement. Bien sûr. Et ensuite, à la fin... C'est même la meilleure chose à faire. Sauf que tout le monde ne peut pas faire dedans parce que il n'y a pas de lotissement à tout va. Le lotissement, c'est pas tous les jours, c'est pas partout. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais s'il y a une opportunité dans ce sens, et donc vous avez un protocole juridique bien écrit, notarié bien sûr, je vous conseillerais de vous lancer. C'est une très 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 bonne chose. Et surtout, surtout après, tu ne sais pas quel terrain va t'affecter dans le lotissement. Ah oui, quelle partie de la terre? Est-ce que c'est un terrain bien placé, non bien placé? C'est aussi la difficulté. Ça a à la fois un avantage et une difficulté. Maintenant, c'est comment vous avez monté le deal avec vos organes techniques. Vos organes techniques, la collectivité avec laquelle vous travaillez. Comment ça se fait, parce que de toute façon, on va vous dire, généralement, dans le lotissement, c'est comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un terrain, par exemple, de 10 000 mètres carrés, 1 hectare, et que votre rémunération, c'est 1500 mètres carrés, donc, comme un accord, on peut dire, OK, la collectivité a 8500 mètres carrés, vous prenez 1000 mètres carrés dans une très bonne zone, et 1000 mètres carrés peut-être sur une partie qui a une pente, légèrement, ou bien qui n'est pas... Pour compenser aussi, parce que on doit endosser les parties là, pour que ça ne puisse pas peser sur une personne. Absolument. Donc, on essaie de trouver. Maintenant, tout part justement d'un protocole d'accord bien fait, et d'être accompagné souvent par des experts en la matière. Et pour faire ça, il faut être là, sur place, voir les situations géographiques du terrain pour bien... J'ai dit, oui, pas forcément être là. Parce que je vais prendre mon cas, par exemple. J'ai beaucoup de personnes qui financent le lotissement avec moi, qui sont dans la diaspora. On ouvre souvent à plus de 80-100 millions, ça ne gêne pas. Elles ne sont pas là. Mais puisque elles font confiance à la fois à ma personne et à la société que je dirige, c'est tranquille, quoi. Mais tu es à leurs yeux. Bien sûr. Bien sûr. Il faut avoir de la confiance. Il faut avoir confiance aux gens. Ça demande justement d'être sérieux depuis la base. Ça demande justement d'être sérieux depuis la base. Combien de temps un projet de lotissement peut faire pour rentrer dans ses frais? C'est-à-dire quand on démarre aujourd'hui, il faut attendre peut-être combien de temps pour la fin des procédures pour pouvoir vendre ses propres parts, ses propres terrains? Ses propres terrains. En général, si tout est bien fait, maxi, ça ne traîne pas. 2 mois. Ah bon? Oui, ça traîne pas. C'est aussi rapide? Oui, oui. Même dans nos environnements comme le Cameroun? Oui, c'est rapide. C'est rapide. Très rapide même. Ça ne traîne pas. Ça traîne pas. C'est l'immatriculation qui peut prendre un peu plus de temps souvent. Mais le lotissement en lui-même, dès lors que tout l'organe technique est passé, les plans ont été approuvés, il y a eu une acte d'approbation, et puis on envoie les engins. Qu'est-ce qui dure le plus dans la procédure? Qu'est-ce qui peut freiner, qui est souvent un peu problématique? La partie la plus sensible dans le lotissement, c'est quoi? En général, ça n'entraîne pas beaucoup. Vraiment, en général, ça n'entraîne pas. Juste les engins qui en travaillent. Maintenant, ça peut durer si le relief est mauvais. Ça veut dire que si vous avez par exemple une zone qui a beaucoup d'eau, il faut d'abord rembler les camions, tout ça, là, c'est compliqué. Là, ça va mettre du temps, ça va demander un investissement vraiment fort supplémentaire. Peut-être auquel tu n'avais pas pris en compte. Parce que peut-être quand tu es entré, il y avait les arbres, tout ça, il faut un abattage, il faut. Là, ça va demander. Mais on entend souvent des gens qui ont dit, bon, c'est après 2 ans qu'ils sont vraiment rentrés en possession des frais. Est-ce que les 2 ans là, c'est la période de vente des terrains? Non. Véritablement. Parfois, les 2 ans là sont liés aux lenteurs. Administratives
Pas forcément administrative. Parfois, des personnes prennent des lotissements mais n'ont pas d'argent pour financer. Du coup, elles font comment? Elles prennent l'argent peut-être des clients pour financer. Donc, du coup, si tu vas attendre un client pour financer un lotissement, il sera plus difficile de le rentabiliser. Il sera plus difficile. Il va mettre plus de temps. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous qui finançons, on a dit à tout. C'est-à-dire que quand je prends un projet, par exemple, je sais que le lotissement, s'il va me valoir, disons, 20 millions, les 20 millions sont à disposition pour le travail. OK. Puisque, aussi rapidement que ça doit aller, mieux je vais rentrer dans mes fonds. Parce qu'il me faut vendre. Absolument. Pour rentrer dans mes fonds. C'est un investissement que j'ai fait. Et pour le rentabiliser, il faudrait que ça revienne. Ouais. Plus vite tu as le cash, Voilà. plus vite la machine avance et après tu peux commencer à vendre. Bien sûr. Mais est-ce que, Charles, aujourd'hui tu te considères comme quelqu'un qui est riche, qui est nanti, avec à quel point ça a changé ta vie, le secteur de l'immobilier? Je vais seulement prendre... J'aime pas trop parler d'argent, donc je vais prendre des clichés. OK? Quand j'ai commencé dans l'immobilier, je n'avais pas encore pris un avion. Aujourd'hui, ça va quand même. Ça se compte, se compte plus. Ouais, au moins chaque année, il faut au moins un pays. Tu vois? Ça, c'est déjà sur le plan pratique. Et les personnes avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui, qui ont commencé avec nous, mais ça, les gars, mais c'est bien, quoi. Waouh. Waouh. Mais les gens qui te regardent vont forcément se dire, il faut que demain je me lance. Mais je suppose que... Mais c'est au prix de beaucoup de choses aussi. Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat et en plus dans le foncier, ça demande par exemple de faire face à beaucoup de challenges. OK? Parce que ça, j'ai expliqué de façon technique. Maintenant, dans la pratique, il y a des difficultés. De grosses difficultés. Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas moins d'un mois, j'ai un ami qui est comme un frère, avec qui quand j'étais étudiant, nos chambres étaient voisines. On faisait vraiment tout ensemble. Et il vient un jour, il me dit, mon frère, il me faut un terrain et tout et tout. Je vais voir le papa. On dit, on avait un site à l'Adibamba. Il prend le terrain. À cette période, il y a 1 an et demi, 2 ans. À 3 000 m², 3 000 m². Donc ça fait 3 millions et il paie le dossier technique et autres. Maintenant, je lui dis, d'accord, tu as acheté le terrain. Maintenant, s'il te plaît, moi, je veux te donner, mon souci, c'est de te donner une meilleure position. Tu es mon ami, tu es mon frère. Il ne faut pas prendre, moi, je connais le lotissement. Il y a les endroits il y a encore des endroits libres ici, mais les endroits où on n'a pas encore ouvert. S'il te plaît, attends d'abord, on ouvre les endroits là. Et là, je te donne la meilleure position. Ça traîne. Ça traîne pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a des pluies, c'est la saison des pluies, il faut attendre et tout. Du coup, lui, il patiente. Il s'impatiente. Et après ça, on a d'autres difficultés. À lundi, on va revenir sur ça peut-être plus tard. Et ça fait que il fait autour de 8 mois, on est reparti, même je lui propose des sites, il dit que non, c'est pas bien. Il dit que bon, attends. Après ça, il m'envoie des messages, il me traite de tout. Parce qu'il justement, il est parti se renseigner, il dit non, lui là, c'est un malhonnête. Il a dit, mais il m'a traité de tous les noms. La partie donc qu'il avait acceptée, donc j'avais déjà engagé le dossier technique dessus. Et le jour où il me traite de bandit, de tout ce qui ne va pas, mais c'est le jour où son dossier technique sort. Et je l'appelle, je dis, mon frère, vraiment, loin de moi, l'idée de te traîner dans la boue, mais mon seul souci, c'était de te servir, et de la meilleure des façons. C'est pour ça que je préférais que ça traîne, mais que tu aies un meilleur terrain et une meilleure position. Aujourd'hui, il est satisfait. Mais tout ce que j'ai écorché, là-dedans, comme injure, c'est ça aussi le prix à payer. Wow. Donc, il y a peut-être là, mais il y a le fait que le sentiment de vouloir satisfaire vont t'amener parfois à faire être parfois un peu lent et des personnes ne vont pas bien considérer ça. Ils vont te traiter de tous les noms. Alors, on comprend que c'est rentable, mais quelles sont tes plus grandes pertes, Charles? Est-ce que tu as perdu de l'argent dans ce domaine? Bien sûr. Un des montants les plus élevés, quand même? Oui, je vais prendre dans une transaction, dans un projet immobilier? Une perte simple, peut-être 5 millions. Dans un lotissement? Dans un lotissement, oui. Like, tu investis, après, tu te rends compte que tu as été floué, malgré le fait des précautions que tu prends. Wow. Ça peut arriver, ça. Et ça, c'est encore une formation. C'est encore une formation.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as tous les rouages pour ne plus être floué, pour ne plus... Ou bien on ne peut pas combattre ça? On essaye d'optimiser au mieux nos compétences pour ne plus jamais se faire flouer et de donner un meilleur service, en fait. On essaye au mieux. Si les plus grands de ce monde se font encore, pourquoi pas? Donc, on essaie justement d'être accompagné encore, pas de se former encore, d'être vraiment dans des canaux qui vont être les meilleurs possibles pour donner des meilleures rentabilités. Ça, on le fait. Maintenant, après, on fait ce qu'on et Dieu décide du reste. Et dans les expériences, est-ce que vous avez déjà peut-être pris des terrains, et après on se rend compte que au niveau juridique, au niveau administratif, c'est des terrains qui sont qui sont déjà affectés à d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, parce qu'on entend beaucoup ça au Cameroun, de ne pas avoir la clarté dans les documents. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de... Bien sûr. Bien sûr. Je vais vous parler d'un autre cas pratique que nous avons eu, mon mentor et moi, et dont j'ai subi, pas comme lui, parce que c'est lui qui était en ce moment-là au feu de l'action. Je vais parler d'un cas que nous avons eu à Lendi, par exemple, un quartier comme Lendi, où on a fait un lotissement dans les années 2004 par là, on a fait des ventes. En 2022, et il y a des personnes qui débarquent et disent qu'elles ont des titres fonciers sur ces terrains-là. Okay. Il y a des personnes qui avaient acheté depuis, qui ont déjà eu même, jusqu'à avoir leur titre foncier, dans des morcellements, jusqu'à avoir des titres fonciers. Donc on vient avec un nouveau titre foncier. Nouveau titre foncier. Comment c'est possible? On ne comprend pas comment ça s'explique. Et maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Les personnes qui ont déjà construit, elles ne dérangent pas. Maintenant, les personnes, les terres, par exemple, si vous aviez peut-être 1000 mètres carrés, vous avez construit sur 500, vous avez laissé 500. Elles vont venir sur la partie vide là et installer quelqu'un. À cette période, nous vendions les terrains là-bas autour de 30 000 francs le mètre carré. Elles le divisent en deux, elles vendent à 15 000. Waouh. Maintenant, toutes les personnes qui avaient donc acheté le terrain se déportent vers nos locaux pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? On a été floué, qu'est-ce qui ne va pas? Même le papa, même qui est expert, parce qu'il est expert agréé, il ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Il faut tenter un recours gracieux. C'est ce qu'il fait. Mais la situation perdure. À tel point qu'un jour, on vient, on ramasse tous les habitants de la Chine, une grande partie, et on va directement les mettre à Niobel. À Niobel. Waouh. Waouh. Direct. C'est possible ça? Ça se fait? C'est aussi des incongruités terribles dans notre système. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On engage une bataille via l'avocat Maître Fotso, on engage toute une bataille comme ça. Et 3 jours après, je crois que via monsieur le gouverneur, on les a libérés. Et la bataille juridique, elle continue parce qu'après, on part dans un tribunal, on part au tribunal administratif où on demande la réhabilitation de nos titres fonciers avec exécution qui ne suit pas. Après, on continue la bataille. Et fini, on gagne. Sauf que on a gagné maintenant, mais il y a des personnes qui avaient acheté. Alors qu'on leur a dit, n'achetez pas parce que les terrains n'appartiennent pas à des personnes qui sont venues. Elles ont déjà construit là-dessus. Parfois, elles ont investi 20, 30, 40 millions pour construire les maisons ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut qu'elles partent de là. Ça demande à la fois un investissement de celui qui était là, qui avait été en train depuis, n'avait plus prévu peut-être faire cet investissement pour aller en justice, faire ça. Ça, c'est aussi des problèmes qu'on trouve. Wow. Ça sont des situations des personnes où tu ne sais pas comment tu sais, ça arrive, quoi. Il faut, la seule chose, c'est comment est-ce que mes protocoles ont été fixés. Comment j'ai monté mes dossiers. Parce que quand tout a été monté, même quand tu es attaqué, tu es serein. Tu sais que tant que Dieu est au ciel et qu'on a le temps, sur le plan juridique, ils ne peuvent pas nous battre. Mais Charles, au final, on se demande bien dans quelle planète on est. Comment on peut avoir un titre foncier légal et on a un autre qui vient s'adosser sur un autre titre foncier qui arrive? C'est quoi? C'est des manipulations finalement au-dedans? C'est des corruptions? C'est des actes de corruption? Un peu de tout ça. Ouais. Un peu de tout ça. Et de la mauvaise information, par exemple, parce qu'il y a des personnes aussi qui se servent de certaines informations pour mal informer peut-être le ministre qui est en charge et qui prend des infos. Mais qui doit vérifier lui aussi. Oui, c'est ça qu'il dit aussi. Il doit vérifier. Manipulation. Ouais. Le ministre, il ne peut pas aussi être partout.
Faut pas tout lui... bien sûr. Il peut pas être partout. Il y a aussi des organes techniques donc, il y a des informations qui arrivent parfois qui sont pas peut-être bonnes. Donc, c'est aussi ça. Et c'est aussi dû au fait que ces fichiers-là ne sont pas centralisés. En fait, si le fichier est informatisé, même, c'est donc justement une solution. Il faut informatiser tous les systèmes nationaux. De telle enseigne que si je tape un numéro de titre foncier à Douala, partout au Cameroun, on devrait me dire quels sont... Qui est le... Et ça peut se faire. Ça se fait déjà ailleurs. Mais est-ce que Charles, tu rencontres des difficultés des diasporiens qui ont peur de revenir, par exemple, investir ici dans l'immobilier parce que, justement, on a encore ces problèmes-là au niveau administratif? Mais bien sûr. Mais totalement. Mais tu parles de quoi? La fois passée, il y a une amie qui m'expliquait, en fait, elle a investi. Elle dit que même pour rien, elle ne pourra plus investir. C'est compliqué parce qu'elle a investi son argent, elle a envoyé à de la famille ici. Ils disent qu'ils ont fait des trucs, mais on ne voit rien. Elle se retrouve l'effort d'une vie. Elle a voulu faire quelque chose dans son pays. Mais ça a été dit là. Elle ne sait même pas. Elle ne peut pas te dire, voici, on lui a montré des documents, elle est arrivée, elle ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été fait de son argent. Comment vous voulez que des personnes comme ça, c'est un cas qui a été foué parfois par la famille. Qu'est-ce qu'elles font? Parfois, j'ai des amis qui sont en Europe, qui font des investissements ici, dont leurs propres parents, même parfois, ne sont pas au courant. Parce que les parents, peut-être dans le souci aussi de prendre pour aider les autres frères, font du tort à cette personne. Parce que cette personne se bat pour lui aussi et sa vie. Donc ça, c'est un aspect familial et social qui est lié au fait que la diaspora doit interagir avec des personnes ici. Sauf que ces personnes-là ne sont pas forcément de fiables, toute crédibilité. Oui, absolument. Donc parfois, il m'a d'abord payé combien, mais on voit tout. On voit tout. Il y a aussi l'aspect du fait que les personnes de la diaspora aussi doivent se faire accompagner par des professionnels que nous sommes pour garantir un meilleur investissement. Aujourd'hui, je peux vous dire avec tranquillité et quiétude que 100% des personnes avec lesquelles je travaille de la diaspora sont en paix. Parce qu'on essaie au mieux de les satisfaire et que vraiment tout se passe bien. Et surtout aussi parce qu'il faut avoir les forces... pas dissuasive, mais il faut avoir les moyens d'aller en justice. Bien sûr. Parce que si on prend la situation là, on se rend compte que il fallait quand même aller en justice, il fallait aller se battre. Bien sûr. Et si vous n'avez pas les moyens pour vous battre, comment vous faites? C'est compliqué. il faut des moyens pour y aller. Oui. Il faut des moyens. Il n'y a pas de solution possible. Donc vous pouvez avoir une double vente sur votre terrain, vous n'avez même pas les moyens pour aller vous battre et vous perdez. Bien sûr, ça se fait. Il y en a même là dehors qui cherchent même que les terrains aient un problème. Ça veut dire que lui, son travail, mais il y a des qui cherchent des terrains à problème parce qu'ils ont des moyens pour pouvoir t'étouffer. Ils vont le prendre. Waouh. Ça, c'est clair. Mais ça fait peur, Charles, quand même, tout ça. Oui, mais c'est la réalité. Il faut bien qu'on dise la vérité, c'est ça. Est-ce que l'immobilier, véritablement, si quelqu'un veut se lancer en immobilier, quels sont les premiers... est-ce qu'il doit avoir un agrément? Comment est-ce que... c'est une SCI? Oui, une SCI? Il faut un agrément. Il faut un agrément. Est-ce que c'est facile à avoir? C'est pas non plus difficile. C'est pas non plus difficile. Tout le monde peut... Oui, tant que tu réunis les conditions, vraiment, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Un agrément, ministère de l'Habitat, oui, c'est vraiment pas compliqué. En tant que tu prends un agrément en tant que promoteur. Et il y a un autre aspect, Charles, par exemple, qui aujourd'hui qui a le vent en poupe. C'est l'autre partie, donc c'est la gestion locative et donc justement les meublés. Qu'est-ce que tu fais dans ça? Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que c'est un secteur qui... Ah oui, c'est justement, je parlais donc que l'immobilier regorge plusieurs niches. L'immobilier, le meublé entre dans un autre secteur qui est aussi très rentable. Je vais prendre le secteur locatif. Il y a des personnes qui font dans l'immobilier, qui vont faire seulement dans le secteur locatif. Et là encore, ça regorge deux zones, secteur locatif. Il y a les personnes qui font dans le locatif de personnes vraiment, les trucs vraiment, on va dire modestes, accessibles à tout le monde. Il y a des personnes qui font que dans l'immobilier locatif de luxe. Ça veut dire que ces personnes-là, quand tu les contactes, là aussi c'est une niche. Ça c'est une autre niche. Tu fais rien que dans du luxe. Et là, il y a un marché énorme.
Maintenant, il y en a qui ne font que dans du meublé. Comme vous disiez tout à l'heure, moi-même, j'ai des meublés. Je suis en partenariat avec des personnes qui ont des meublés à Douala. Ok. C'est une niche aussi. Wow. Donc, il y a aussi de l'argent, il y a matière à se faire là-dedans. Ça, c'est un autre secteur. Maintenant, quand on laisse le secteur de l'immobilier, il y a maintenant le secteur dans le foncier. Il y a encore, tu peux te situer seulement au niveau de la vente. Tu peux te situer seulement au niveau du lotissement. Tu peux te situer seulement au niveau de l'immatriculation. Tu ne fais que ça et tu t'en sors. Mais tu peux te situer seulement dans... Ça veut dire que dans les procédures, seulement, ça veut dire qu'en tant que géomètre, là, mais tu t'en sors. Chacun selon son couloir, mais je vous assure, il y a au moins 100 métiers qui gravitent autour et chacun est servi. Wow. Chacun est servi. Est-ce qu'il faut, est-ce que dans ton entreprise, par exemple, de ta SCI, est-ce que tu ouvres de manière à ce que les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine peuvent venir commencer dans un des secteurs chez toi? Bien sûr, dans ma société, bien sûr. Bien sûr, totalement. Mais ce que je préconise toujours, c'est de commencer au bas de l'échelle. Tu as dit vendre les terrains? Pas forcément les terrains. Pas forcément. Chacun selon son couloir, comme j'ai dit. Quelqu'un peut venir et dire que non, lui veut faire plutôt dans le secteur locatif de luxe. OK. On met en place une certaine formation là-dessus. Comment est-ce que tu fais? Comment tu fais pour connaître qu'un bien est disponible? Comment est-ce que tu fais pour savoir qu'il y a un besoin? Comment tu présentes le bien au client? Ça, ce sont des choses qu'on te forme. OK. Petite formation pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il faut faire et tu te lances. Ok, donc tu formes dans le, bien sûr. Dans le, bien sûr. le domaine. Est-ce qu'il y a des conférences, par exemple, ouvertes au grand public qui sont faites? Pas encore. Et des formations ouvertes? Pas encore. Au grand public? Pas encore. Donc c'est vraiment c'est encore très fermé? Très fermé à des personnes qui sont dans le besoin pour commencer. Véritablement. Oui. Est-ce qu'il y a une filière pour ça? Oui, il y a ça à l'université. À l'université? Gestion immobilière, oui. Ok. Ça existe. D'accord. Parce que jusqu'à présent, on se rend compte. Mais je crois que ça se limite en licence. Mais beaucoup plus au Cameroun et même un peu partout dans le monde aussi. Un peu partout dans le monde. Ce sont des formations qui se font de façon pratique. Ça veut dire qu'il faut... Oui, on apprend en faisant. On apprend en faisant. Il y a beaucoup de jeunes au quartier, là, on dit, tu fais quoi? Il dit, je suis agent immobilier. Tu les considères pas trop, hein? Non. Ça, c'est la rue, ça? Mais pourtant, Charles, dans un environnement où on dit le taux de chômage ne fait qu'exploser, comment tu penses qu'on peut insérer ces gens à travers l'immobilier? Pas des petites formations. Parce qu'il faudrait que même celui qui n'a pas toute la compétence requise au départ ait un minimum. Connaître comment parler à un client. C'est important. Il faut qu'on lui apprenne ça. Connaître comment est-ce que tu dois présenter ton bien. Éviter que des personnes te montrent, par exemple, un appartement, alors qu'il y a une heure, on l'a pris, on a déjà quelqu'un est venu payer pour qu'on signe l'appartement, il a déjà pris l'appartement, et qu'ils viennent encore te remonter, sachant que c'est déjà pris, juste parce qu'il veut prendre des frais de visite. Ça, il faut leur inculquer. Ça. Surtout les notions de frais de visite. Oui, là, c'est une... Par exemple, quand tu vas visiter mes terrains, je mets à disposition une voiture, un chauffeur, je ne paye rien. Ça, c'est moi qui décide. C'est comme ça. Ce sont mes stratégies à moi. On m'a dit que parce que tu as déjà les moyens, Charles. J'ai commencé. Mais c'est une stratégie marketing que tu mets en place. Vraiment, je mets tout en place. Parce que je dois te montrer bien. Tu dois être à l'aise. Tu dois être à l'aise. Tu dois te sentir en confiance, considéré pour pouvoir faire une dépense. Est-ce qu'il y a des zones, par exemple, dans lesquelles l'indice immobilier, c'est-à-dire que c'est plus rentable que d'autres? Est-ce que, par exemple, au Cameroun, tu as segmenté? L'indice, n'est-ce pas, il serait plus rentable dans les zones déjà à forte concentration urbaine. OK. À forte concentration. Sauf que, comme je disais, le foncier aussi a beaucoup plus de niches. Moi, je suis axé sur une niche. Moi, je fais essentiellement les lotissements à fort potentiel à venir. Contrairement à d'autres personnes qui vendent, par exemple, c'est vrai que j'ai des biens aussi que je vends en agglomération, mais je suis beaucoup plus axé sur les lotissements, immatriculation, lotissement dans les zones à fort potentiel
à venir. Ça veut dire quoi? Mais comment on sait qu'une zone à forte potentiel, Charles? On a les informations. On a des informations. Il faut être infiltré. il faut avoir des informations. Il faut connaître qu'est-ce qui va passer ici, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là. Et avec un peu d'expérience, tu vois un peu comment on a investi, comment ça a développé ici. Tu sais qu'ici, il y aura quelque chose. Tu sais. Donc, tu vas là-bas, tu crées, tu sais que la ville... En fait, tu connais comment la ville se développe. Et comment est-ce qu'elle part. Puisqu'on est formé quand même là-dedans. On voit, on sent comment ça va. Et on a des informations aussi. Il faut être introduit. Et qui impulse le lotissement, le projet de lotissement? Est-ce que c'est un particulier qui a déjà l'information justement de cette zone est bonne, à fort potentiel, et donc tu peux impulser le dossier de lotissement, ou c'est la mairie, ou qui déclenche en fait? Dans notre contexte en général, c'est généralement nous les financiers, les SCI qui déclenchons. Okay. Mais en principe, c'est pas comme ça que ça devrait se faire. En principe, l'État devrait penser la ville. Dans 10 ans, il faudrait que telle zone. Je vais prendre un cas au Sénégal. Actuellement, on est en train de créer une nouvelle ville, Diamniadio. C'est pensé. Quand tu vas là-bas, tu sens que c'est comme ça que c'est en train de se passer. La ville va comme ça, comme ça. Alors que chez nous, on est un peu dans le libéralisme. L'État a opté pour libérer. Ça veut dire que on regarde, tu as un terrain, il y aura tel projet là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut financer. Les collectivités n'ont pas d'argent. Nous, on vient, on fait des protocoles, on fait des matriculations. Après, OK. Maintenant, dans le lotissement, il faut dire que la mairie de la ville intervient toujours. Parce que la mairie de la ville ne te donne l'approbation que si ton lotissement correspond au plan de la ville qui est bien pour la mairie. Ah, parce qu'il y a déjà un plan. Bien sûr, bien sûr, la mairie a un plan de développement de la ville. Et maintenant, l'autorisation quand la mairie de la ville te donne un plan approuvé, une approbation, c'est parce qu'elle pense que ce plan-là est conforme à ce qu'elle veut faire de la ville aussi. Ça, c'est une autre option. Contrairement à d'autres options qui, par exemple, comme au Sénégal, où on pense déjà à la ville, on fait par exemple des routes, on fait ceci, on fait cela. Ici, là, c'est un peu différent. Ça veut dire que vous-même, vous ouvrez les routes dans un premier temps, et puis l'État viendra après, donc, quand il y a peut-être une forte concentration, on voit, OK, ici, il faut goudronner, Là, c'est différent. Mais Charles, on voit beaucoup de gens qui achètent les terrains sans qu'il y ait l'eau, l'électricité et tout ça. Est-ce que ça devrait se faire comme ça en réalité? Jamais. Est-ce qu'on doit acheter le terrain et ne pas trouver l'eau, l'électricité, rien, et attendre dans 10 ans pour avoir... Non, ça ne devrait pas être fait ainsi. Mais qui échoue dans son travail? Enfin, je sais pas, est-ce qu'on devrait faire l'inverse? Est-ce que c'est l'État qui devrait bien organiser, faire arriver l'eau, l'électricité ou Je pense que là, les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des organes. Ça veut dire que si vous achetez par exemple un terrain à la Maïture, vous allez trouver ce que vous demandez. Ça veut dire que vous allez trouver de l'eau et de la lumière. Sauf que la demande est tellement forte que ce soit la Maïture ou la SIC, elles ne peuvent pas supporter. Ça veut dire que c'est pour une catégorie de personnes, elle ne peut pas gérer tout. La demande est trop énorme. Elle n'a pas les moyens. Même si la demande est trop énorme. Et donc, nous, dans les promoteurs immobiliers, c'est une niche aussi. C'est aussi l'œil de l'entrepreneur. Mais est-ce qu'on ne peut pas travailler en collaboration avec cette Maïtu et cette SIC-là sur un plan de développement, travailler en synergie? Vous apportez les fonds, ils ont la technique, ils ont le plan affrété, ils ont tout, de manière à ce qu'on avance ensemble. C'est-à-dire qu'on fait avancer l'eau, l'électricité, et vous avez les moyens, vous ouvrez les routes, Est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble pour avoir ça, pour le bien-être des populations? C'est difficile. Ce que nous faisons, justement, il faut aussi dire quand même que dans le rôle de promoteur immobilier, quand on fait les lotissements, il est préconisé de le faire. En fait, même il est demandé de le faire. Ça participe à la vie. Comment vous pouvez vivre dans un lotissement où il n'y a pas de lumière? C'est difficile, ça. Donc, en principe, ça doit se faire. Maintenant, le plus difficile dans tout ça, parfois, ce sont des accès, parce que quand nous, on fait les lotissements, on ouvre des routes dans un premier temps. Sauf qu'au fur et à mesure que les personnes y accèdent rapidement et tout, il y a des dégradations. Ce qui fait, par exemple, que, vous voyez, l'Indie est développé depuis, mais ce n'est que maintenant qu'on est en train de faire les routes. Ouais, un peu. Regardez le temps que ça prend.
alors qu'il y a déjà une forte concentration urbaine là-bas. Donc, c'est tout ça un peu qui est assez difficile. Mais en tant que lotisseur, on devrait le faire aussi. Absolument. Et je pense qu'on va en parler dans la suite, la dernière partie de notre émission après une part de pub. Vous connaissez REFL Studio? Le studio où les entreprises sérieuses viennent créer du contenu qui vend. Ici, vous pouvez réaliser vos photos professionnelles, vos podcasts, vos vidéos d'entreprise et même vos émissions de télé. Nous avons accompagné des entreprises comme le GECAM, Benabe Cameroun, Echensi, le cabinet Ellison Partners et des personnalités comme Nancy Angolo, Urich Gegan et bien d'autres. Plusieurs clients satisfaits. Vous aussi, faites briller votre image. Réservez votre séance chez REFL Studio. On s'en occupe du reste. De retour sur ce plateau, nous recevons Charles, qui est un excellent entrepreneur immobilier et qui nous partage les secrets, les problématiques, les difficultés par lesquelles il est passé, mais surtout ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, comment ils peuvent faire dans les zones comme au Cameroun ou en Afrique. Est-ce que, Charles, petite question comme ça, est-ce qu'au Cameroun, on est encore en retard ou en avance par rapport à la sous-région dans le lotissement, l'immobilier, dans le développement? À quel niveau tu penses qu'on est? Je vais prendre un pays qui est un peu similaire au nôtre. Oui. Notre belle famille, la Côte d'Ivoire. Oui. Vraiment, si on veut comparer ça, que ce soit à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, justement, comme je parlais, on est en retard. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de connaître un boom immobilier. Là-bas, on est passé à une autre étape. Parce que le lotissement, le foncier, c'est la phase basique. On doit arriver à acheter des maisons directement, des villas. Et j'ai vu qu'il y a des terrains qui sont moins chers. Bien sûr. Ils sont arrivés à faire que les terrains soient moins chers là-bas en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Oui. On doit y parvenir. C'est à ça. On doit amener les consciences à se déporter vers ça. Maintenant, pour ce faire, c'est une batterie parce qu'il faut mettre ensemble, ce sont des systèmes bancaires aussi pour que la banque puisse appuyer. Là, c'est tout un mécanisme que l'État doit mettre en place pour permettre de faciliter les transactions. Mais Charles, est-ce que c'est si difficile que ça? Je veux dire que dans le monde est vieux, on connaît déjà exactement comment faire. Pourtant, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème politique? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est la technologie pour faire ça qui manque La technologie ne manque pas. Les Camerounais sont brillants, intelligents. Très. Qu'est-ce qui manque? Puisque même en Côte d'Ivoire, il y a des Camerounais là-bas qui font dans ça et qui s'en sortent très très bien. J'ai vu en reportage, même il y a des Camerounais qui font dans l'immobilier à Dubaï, mais qui s'en sortent, mais qui sont des exemples. Comment on peut avoir de telles compétences et penser que les Camerounais... Non, on a beaucoup de contenance. Le problème, c'est en fait, pour ma part, je pense qu'il faudrait que l'État accompagne. Ah, cet fameux État. Il faudrait que l'État cet accompagne. État. Sinon, c'est difficile. Ouais. Il faudrait que l'État accompagne. Parce que l'État, en accompagnant, va permettre aussi à la fois rassurer les personnes qui vont pouvoir faire ce genre d'investissement. L'investissement, le sens où, OK, j'ai peut-être 10 millions, est-ce que je peux acheter une maison directe? Qu'est-ce que je peux apporter dans un premier temps? Comment est-ce que la banque va financer? Ça, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre. Maintenant, il faudrait que le système soit bien fait pour que chaque partie ne se sente pas lésée. Et maintenant, au milieu, l'État a un rôle important à jouer là-dessus. Parce que l'État va garantir la sécurité de chaque personne pour que tout le monde s'en sorte. Et Charles, si par exemple, on va vers la fin de l'émission, mais si, imaginons que tu sois aujourd'hui ministre, c'est quel domaine là? C'est le ministre des domaines? C'est le domaine des affaires foncières. Qu'est-ce que tu changes tout de suite? Comment tu procèdes? Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut bouger quoi? Beaucoup de choses. Je commence par quoi? Il faut d'abord faire les états généraux. Il faut faire les états généraux. Ça va nous prendre quoi? 10 ans? 15 ans? Non, on le fait en quelques jours. Okay. Parce que les problématiques sont connues. Les problématiques sont connues. On n'invente rien. Ça veut dire que les problèmes que nous rencontrons sont des problèmes existentiels. On fait juste les états généraux et sur la base de ça, on dit OK, voici les nouvelles choses. Et puis on sort de là. Parce que je vous rassure que ce n'est pas seulement un problème du ministre des Affaires foncières.
ce n'est pas le seul ministre. Il y a aussi le ministre de l'Habitat qui doit intervenir. Donc, il faudrait ouvrir pour qu'on ait les états généraux, pour qu'on sache exactement comment est-ce qu'il faut. Par exemple, je vais vous prendre un cas pratique. Il faut payer, par exemple, la plus-value devrait être payée par le vendeur. Ça veut dire que quand je suis vendeur de terrain, la plus-value dans la note de frais que le notaire donne au client, il y a une partie plus-value qui représente, avant c'était 5%, maintenant c'est 10% du prix de vente. La plus-value là devrait être payée par le vendeur. Sauf que au moment où on établit la note de frais, le vendeur a déjà acquis son argent, il a reçu son argent. Comment est-ce qu'on fait pour le contraindre? Vous voyez un peu? Donc là, il y a problème. Du coup, le consommateur final, c'est-à-dire que le client se retrouve en train de payer la plus-value. Parfois, pour deux choix, parfois parce qu'il ne sait même pas, il n'a même pas l'information que ce n'est pas lui qui devrait payer. Soit parfois il sait même, mais comment il fait pour contraindre le vendeur à payer. Voilà donc par exemple un problème. Ça, j'ai pris un cas vraiment pris de façon rapide. Oui. Il y a des cas comme ça à n'en plus finir. Donc ce sont des trucs comme ça qu'il faudrait mettre sur la table et regarder. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Et dans notre environnement, effectivement, parce que si la route passe, si les gens ont facilement accès au terrain, même pour habiter, ça facilite aussi les investissements. Parce que tout ça, ça suit les écoles, Ça crée tout un champ économique. Tout un champ économique dans une zone. Je voudrais, si vous avez bien remarqué, avant, quand on était un peu plus jeune, tout le monde sortait pour aller s'amuser à Aqua, Bonanjo. Mais depuis un certain temps, tout a changé. Actuellement, les personnes qui vivent à Bonamoussa ont un système qui leur permet de faire presque tout là. Les personnes qui sont à Yassa ont un système qui leur permet de faire. C'est comme ça en principe. Et après, on devrait penser même à faire les villes. Actuellement, on est en train de faire un développement horizontal de la ville. C'est-à-dire que la ville se développe de façon large. Il faut penser des villes qui doivent se développer de façon haute. Ça, c'est une volonté qu'il faut mettre en place. OK? Et tout ça émane d'un aspect, il faut penser. Mais Michel, quand tu regardes l'immobilier au Cameroun, est-ce qu'on a de l'espoir? On a de l'espoir. C'est vrai que c'est difficile, mais on a de l'espoir. Beaucoup. On a de l'espoir. Il y a matière à faire, en espérant que les personnes qui sont là vont nous permettre de faire les états généraux en réalité et de pouvoir grandir. Parce que la ville, on devrait penser. Par exemple, dans une ville, on devrait penser quel est notre Manhattan, par exemple. Quelle est notre zone basse. Et ces aspects-là ne sont pas pris de façon fallacieuse, basés sur des... Il y a des zones, par exemple, où on ne peut pas construire en altitude. C'est basé... C'est pour ça qu'il a dit, il n'y a pas que le ministère des Affaires foncières qui doit intervenir. Il y a plusieurs autres ministère, parce que l'aspect d'une ville prend en compte tous ces aspects-là. Ça veut dire que, par exemple, dans la zone, si on ne peut pas construire ça à quel niveau, on veut des maisons d'un certain type. Absolument. On veut des maisons comme ça là-bas. Et on voit, quand on regarde par exemple même les images des pays comme la France ou bien d'autres pays en Europe et tout ça, on voit que dans toute la ville, on a l'impression que les maisons sont identiques. Identiques. Mais ça veut dire que c'est pensé à la base. Si on transpose ça chez nous, on regarde par exemple Kribi. Pourquoi on ne pourrait pas penser Kribi? Une beauté naturelle. Avant que les gens ne viennent construire, qu'on pense totalement et que les lotisseurs et les privés, on ne vient que suivre. Exactement. On ne vient qu'en adéquation de ce qui a été pensé. De ce qui a été pensé, ouais. Et du coup, ça donne une certaine visibilité. Ça donne un certain truc là. C'est beau, c'est bien. Ouais. Ça, c'est ce qu'on devrait faire aussi. Ouais. Ça, ce sont les trucs qu'on doit faire. Alors, Charles, merci infiniment. Nous sommes à la fin de notre émission. Ça passe très vite, malheureusement. Alors, ils te regardent, hein, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ils te regardent. Ceux qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'immobilier, dans tous les secteurs que tu as donnés, s'il y avait un mot à leur donner, ce serait quoi? Je les regarde. Ok. Bonjour. La seule chose que je puisse dire, c'est que l'immobilier regorge beaucoup de secteurs. Tous aussi rentables que les autres. Chacun doit définir réellement quel est le secteur qu'il devrait prendre.
Chaque couloir, il y en a beaucoup. J'ai cité un peu quelques couloirs là. Tu peux décider de prendre seulement, tu peux décider de faire dans l'immobilier d'agglomération. Tu peux décider de faire dans l'immobilier dans les zones rurales. Chacun selon son couloir. Et il y a la place pour tout le monde. Mais aussi, comme je dis toujours, il faut se faire former. Parce que jusqu'aujourd'hui, moi-même, je me forme. Mon master vient d'autres choses. Donc, j'apprends tous les jours. Je me fais former. La preuve, j'ai acheté le livre. Absolument. Tout ça, ça contribue à ma formation. Absolument. Je dois comprendre comment ça marche. Et donc, il faut se faire former. Et il y a et au besoin, se rapprocher de nous. Nous sommes là. Il n'y a pas de souci. Nos bureaux sont là. Il y a pas de Alors, problème. comment te contacter justement? Parce que les diasporéens, tous ceux qui veulent investir via ton entreprise, comment tu les accompagnes? Comment ça se passe techniquement? Ok, pour me contacter, très simple. Nous avons un bureau à Koto, Face Neptune, Koto. Nous avons une page Facebook, SCISM, SCIMSEM. Nous avons une page TikTok, SCISM toujours. Nous avons des contacts. Mon contact, c'est 695 08 48 14, 6 76 35 98 96 pour les deux contacts, MTN Orange. Et donc, un peu, c'est pour me contacter, c'est ça. Charles, on espère qu'avec toi et ton expertise, le Cameroun et l'Afrique, on ira mieux sur le plan immobilier. Ah, Dieu voulant. Merci infiniment d'être venu. Merci. On a beaucoup appris. Merci à vous, effectivement. On remercie d'abord notre partenaire RFL Studio qui nous permet d'avoir ces images exceptionnelles. Et surtout, Charles est venu au bureau et il a dit, je ne peux pas avancer plus sans avoir ce livre Vendeur 3.0. Donc, ne manquez pas surtout de l'avoir. Et surtout, si vous êtes au Cameroun, ne manquez pas de venir manger à la petite villageoise restaurant. Il est très pertinent. Je l'ai lu. Hein. Merci beaucoup. Ah oui, je l'ai lu, très pertinent. Ouais. Très pertinent. Ouais. Je l'ai lu, très pertinent. J'invite vraiment toutes les personnes à pouvoir prendre ce livre. Ça va vraiment leur donner beaucoup de compétences. Absolument. Accompagner à celles qu'elles ont déjà comme compétences, ça va augmenter quelque chose. Merci infiniment, Charles. Alors, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci infiniment. À la prochaine. Ciao.